Boutcha, je vais donc sous ma responsabilité dire quelques mots pour présenter cette situation. Donc voilà, la Russie a déclaré une guerre à l'Ukraine. Donc deux pays de culture soviétique qui ont une façon de faire la guerre qui ne ressemble que peu à la façon dont on l'imagine dans l'Europe de l'Ouest, et pourtant ça existe. Donc c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte, et je crois que ça a été évoqué tout à l'heure. Et donc dans la banlieue de Kiev, et là que je parle sous le contrôle du colonel François Eulard. François Eulard est le directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. On a découvert un grand nombre de cadavres civils. C'était quelque chose où en tout cas la France s'est sentie impliquée pour que ça ne devienne pas un enjeu de rumeur. Donc il faut avoir une expertise technique. C'était la mission, donc le nom emblématique est Boutcha. Donc le colonel François Hollard a été le chef de cette première mission d'investigation de médecine légiste criminelle. Et donc, si Boris doit partir, peut-être on en parlait avec François Hollard, peut-être réagir tout de suite. Donc, on a vu des scènes de crimes de guerre, effectivement une concentration de morts civiles dans un endroit aussi restreint, ça passe difficilement pour des dégâts collatéraux. Tout ce que je dis est encore sous ma responsabilité. Le colonel François Hollard aura ses mots et il souhaite rester dans cette distance technique. Mais pour que tu interviennes, Boris, il y a deux sujets sur lesquels j'aimerais que tu réagisses. D'une part, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à une mort, et une mort de masse qui n'est pas des morts des combattants. Donc c'est les civils, c'est un premier point. Et comment on arrive à digérer ça et à se reconstruire après. Donc la première question, cette confrontation à la mort, donc par rapport à ton itinéraire, c'est quelque chose que tu as rencontré. Et quand on est en mission, en plus en mission technique, comment absorber ça, Boris? Alors, la mort fait partie de la vie, hein. Il n'y a que ceux qui ont été vivants qui ont la chance de mourir. Euh, mais nous, on se représente la mort. Or, cette mort, lorsque elle est une mort naturelle, dit-on, euh, on s'y prépare, et généralement la spiritualité et la communauté nous aident à surmonter l'épreuve du passage, comme disaient les Égyptiens, de la mort. Or là, il ne s'agit pas d'une mort banale, il s'agit d'un assassinat. C'est-à-dire que l'assassinat n'est pas une mort naturelle, n'est pas une mort à laquelle on se prépare, et dans ce cas, il y a un coupable, c'est l'assassin. Mais comme on le disait tout à l'heure, dans les crimes de masse, il est étonnant de voir à quel point les assassins n'ont aucune culpabilité et ils ont même un sentiment de devoir accompli parce qu'ils sont soumis à un seul récit. Euh, Pendant les Hutus, quand ils massacraient les Tutsis, ils rentraient chez eux, prenaient la douche et ils disaient la corvée de tuerie est finie pour aujourd'hui, on recommencera demain. Et ils redevenaient de gentils papas. Les nazis, pendant la guerre, Eichmann n'avait aucune culpabilité parce qu'avec un stylo, il avait condamné à mort 6 à 800 000 juifs.
aucune culpabilité, je n'ai fait qu'obéir. Donc on voit que les conditions de la mort sont très différentes. Quand la mort fait partie de la vie, on l'accepte, on s'y prépare, il y a des rituels du deuil, la culture prépare, certains croient à une vie après la mort, ça dépend des religions, ça dépend des personnes, mais on s'y prépare. Et puis surtout, quand il y a un mort, il y a un rituel du deuil qui permet de ne pas laisser son corps pourrir par terre, donc les survivants, la famille, ne se sentent pas coupables. C'est pas du tout le cas des morts, de certaines morts de guerre où ils sont morts sans sépulture. Donc la famille se dit, mon père a combattu et j'ai laissé son corps pourrir par terre. Je n'ai pas fait mon travail humain. Donc la nécessité de faire un rituel du deuil n'est pas toujours respectée. Et quand on découvre des charniers, on pense que ces charniers peuvent être provoqués par des épidémies, ce qui revient actuellement, même dans les pays qui ne sont pas en guerre, on revoit des charniers euh, parce qu'on jette les corps pollués par les microbes, par les infections, et on voit ces charniers sont des charniers de non-combattants, et quand il y a des charniers de combattants, on a tendance à penser que ils sont dus à l'intention, à l'assassinat par les autres. Mais avant, à l'époque du néolithique, on voyait que ces charniers étaient provoqués par des bagarres, c'est-à-dire un groupe rencontrait un autre groupe dont il avait peur, et l'absence de rituel provoquait des bagarres, et on voit des crânes fracassés, on voit des flèches plantées dans les vertèbres ou dans le thorax. Alors que là, ce qu'on voit dans ces charniers, ce sont des charniers provoqués par la représentation, c'est-à-dire par le discours de, par exemple, Poutine, qui fait un discours, les Ukrainiens sont des nazis, il est moral de les tuer, parce qu'il est moral de les tuer. Le communautarisme mène à une sorte de perversion culturelle où on trouve moral, c'est bien de tuer les adversaires, on les tue comme l'ont fait les nazis pendant la guerre, comme l'ont fait les Hutus, comme l'ont fait les Turcs avec les Arméniens, comme l'ont fait les Cambodgiens entre eux, sans aucune culpabilité, puisque c'est fait au nom d'un discours moralisateur. On est en légitime défense, il faut donc qu'on tue les Ukrainiens qui sinon vont faire disparaître la langue russe et vont réintégrer le nazisme. Et les émotions sont totalement différentes selon les styles de mort. Voilà l'idée que je voulais vous proposer. Bien. Comment, lorsqu'on est confronté à ces scènes de mort, et on va y venir bientôt avec le colonel François Hollard, comment se reconstruit-on après sur ces morts de masse, donc ces morts déshumanisées? C'est ça. Si on a la possibilité de faire un rituel du deuil, c'est-à-dire enterrer le papa ou maman, c'est inévitable. Dans notre vie, on a tous subi la souffrance du deuil, mais il y avait des rituels, il y avait une acceptation sociale, amicale, affective, religieuse, et on se débrouillait. C'est inévitable. On a tous des deuils à affronter. En revanche, là, il ne s'agit pas de deuil, là, il s'agit de massacre. Et là, c'est totalement différent. Or, lorsque on a laissé mourir notre fils, notre père, sans rituel du deuil, on se replie dans une communauté. Et le communautarisme, c'est la préparation à la revanche. Or, on voit comment, quand j'étais avec Kouchner au Kosovo, les petits garçons kosovars étaient déjà préparés pour la future guerre, la guerre de revanche. En 1870, Napoléon III déclare la guerre, la France perd la guerre invraisemblablement à Sedan, les instituteurs préparent la revanche contre les Boches et on prépare et galvanise les petits garçons pour la guerre de 14. Et là, c'est les Allemands qui perdent la guerre, ils sont humiliés par le traité de Versailles,
donc à ce moment-là, 3 ans après l'humiliation, les Allemands avaient tellement de dommages de guerre qu'ils devaient consacrer tout ce qu'ils gagnaient en dommages de guerre pour la France et pour l'Angleterre. Donc 3 ans après, on a vu apparaître un gars qui s'appelle étonnamment Balladur von Schirach. Euh, il s'appelle en fait Baldur von Schirach. C'est lui qui invente les jeunesses hitlériennes où on apprend aux petits garçons à préparer la guerre. Et bien sûr, ils sont très heureux. Et on voit que ça se répète régulièrement. Je l'ai vu au Kosovo, je l'ai vu en Syrie, où avant l'effondrement syrien, les enfants, garçons et filles, étaient étonnamment militarisés, fiers, amusés par l'entraînement à la guerre. Pour eux, c'était un jeu, c'est des enfants. Pour eux, c'était un jeu, et on les préparait à la guerre. On voit que si le communautarisme prépare à la revanche, alors que le rituel du deuil prépare à l'acceptation inévitable de la mort. Merci Boris. Donc on est toujours dans ces conditions de liaison un peu difficiles. Donc voilà, tu nous avais accordé jusqu'à 12h45. Et donc là, je vais me tourner vers le colonel François Hollard. Donc la mission, c'est le gouvernement français qui donne son aide au gouvernement ukrainien, voilà, pour que soit constaté de manière, on va dire, technique, objective, les causes des décès, des centaines de cadavres qu'on a trouvés. Vous arrivez avec une idée mentale qu'il risque d'y avoir des massacres. Qu'est-ce que c'est que de découvrir cette réalité? Vous installez votre équipement sous une tente. Racontez-nous après comment ça se passe. Alors, ce que je vous propose, c'est vraiment un témoignage à hauteur d'homme. J'allais dire de l'intérieur, ce qu'on a fait, ce qu'on a vu, et aussi un peu ce qu'on a ressenti. La mission, elle est simple. C'est le 24 février, la guerre. 5 semaines après, le front nord, où les Russes quittent et sont chassés par les Ukrainiens. Le 4 avril, le président Zelensky qui est sur place à Boutcha, les cadavres qui jonchent les rues, une émotion internationale. Les deux présidents qui se parlent, et puis l'envoi, la décision de la France d'envoyer une équipe technique du ministère de l'Intérieur pour effectuer une recherche des causes et de la mort et des constatations sur place. Alors l'IRCGN, donc l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, est désigné pour remplir cette mission. Alors une petite incise sur l'IRCGN. L'IRCGN, on travaille au quotidien pour réaliser des expertises au profit des magistrats, dans un cadre purement judiciaire, dans la balistique, dans les explosifs, en matière de génétique, en matière de microtraces. Donc vous retrouvez au sein de l'IRCGN des docteurs en génétique, des ingénieurs physiciens, des ingénieurs chimistes, des techniciens. Et au fur et à mesure des années, nous avons développé une compétence particulière en matière d'identification de victimes de catastrophes. Depuis le tsunami de 2004, du Concorde, du tsunami de 2004, ensuite les divers crashs d'avions ou les attentats, que ce soit au Mali ou ailleurs. Et donc on a une capacité de projection donc, qui est modulaire, qui est puisée sur la ressource de chacun des départements, des unités des experts, et qu'on projette à la demande. Donc c'est exactement ce qui s'est produit. On s'est préparé en quelques jours. Le 9 avril, donc la décision... C'est en moins d'une semaine, on était partis. On arrive directement sur place le 12 avril et on se met au travail. Et on se met au travail où? On se met au travail à Boutcha, derrière l'église Saint-Andrew. Vous l'avez tous vu à la télévision, ce magnifique dôme doré. Et puis juste à côté, la fosse commune. Et on commence à installer notre institut médico-légal de circonstance, c'est-à-dire une table d'autopsie avec un médecin, avec un expert en explosifs, un expert en balistique, avec un photographe, évidemment avec un secrétariat, parce que tout doit être noté, tout doit être consigné.
On travaille selon les protocoles internationaux Interpol, hein, pour la traçabilité des corps notamment. Et donc, on installe notre institut médico-légal sous tente, au pied à côté de la fosse commune. Et on commence à travailler sur les corps qui sont extraits, les 50 derniers corps qui sont extraits de la fosse commune à Boutcha. Et on effectue les constatations sur chacun de ces corps, donc autour du médecin, en liaison permanente avec les camarades ukrainiens. Il y a un médecin légiste ukrainien avec nous, des policiers ukrainiens qui sont avec nous parce que eux travaillent la procédure ukrainienne. Moi, j'interviens dans un cadre purement bilatéral entre les autorités ukrainiennes et les autorités françaises, puisque c'est le début. Et donc, toute la coopération internationale avec la Cour pénale internationale n'a pas eu le temps de se mettre en place. Et donc, on travaille, en fait, comme je travaillerais en France, au profit d'un magistrat, sauf que là, je travaille au profit de la Procurature générale d'Ukraine. Voilà, dans ce cadre-là. Et donc, on travaille sur les corps, on recherche les causes du décès, on retrouve, on s'intéresse à toutes les atteintes balistiques, on s'intéresse aux effets des blasts, des explosions sur les différents corps. On ne travaille que sur des corps civils. On parlait tout à l'heure vous parliez tout à l'heure de confrontation à la mort, et on voit que les victimes ont été fauchées dans leur quotidien, parce que quand on dévait les corps, on retrouve tous les éléments du quotidien, les paquets de cigarettes, les pièces de monnaie, enfin, tout. Voilà, pour redonner un éclairage particulier. Donc, on effectue les examens scientifiques sur l'ensemble des corps. Et ensuite, on va poursuivre notre action, alors non plus uniquement directement à la sortie de la fosse, mais dans différentes morgues ou à côté des morgues de Boutcha et de Kiev, et aussi au nord de Kiev, à Vyshhorod. Et on va en 5 semaines traiter. On va en 5 semaines examiner de façon plus ou moins approfondie, en fonction des lésions que l'on observe, un peu moins de 200 corps. Alors, évidemment, ce n'est pas anodin, même pour des médecins légistes, même pour des experts qui sont habitués à faire ce genre d'exercice. Et donc, ça implique un certain nombre ça implique des façons de travailler un peu adaptées. Et c'est ce que on a essayé de faire au sein du détachement. Les missions, il y avait évidemment la mission de recherche des causes de la mort, et puis il y avait une seconde mission qui est une mission d'identification des corps. Dès que nous avons accès aux corps, on recherche évidemment les éléments d'identification des corps, puisque vous imaginez bien qu'au fur et à mesure du temps, les corps sont de plus en plus dégradés et de moins en moins facilement identifiables. Donc les seuls éléments d'identification sont les éléments d'identification primaires. On retrouve l'odontologie, les dents, on retrouve les empreintes digitales. On a réussi à relever quelques empreintes digitales sur un peu moins d'un corps sur 4. Et puis surtout, là où on a fait effort, c'est sur l'identification par l'ADN. Donc la seconde mission, c'était de déployer également sur place. On s'est projeté, j'allais dire tout simplement par la route. On a 10 voitures, un poids lourd d'allègement et direction de Kiev. Et parmi ces véhicules, on a un laboratoire mobile dans lequel on est capable de réaliser des profils ADN. Donc on effectue les prélèvements avec nos protocoles adaptés sous les tentes ou sous la morgue, et ensuite on effectue le lendemain l'analyse et donc l'établissement d'un profil génétique pour chacun des corps. Et ça nous amène à la deuxième mission que nous avons effectuée, qui n'était pas dans le contrat initial en fait. À Boutcha, je rencontre la maire adjointe de Boutcha, et qu'il sait qu'on a un laboratoire sur place et qui sait que le laboratoire ADN fonctionne. Et qui me pose la question en me disant, mais est-ce que vous êtes capable de prélever des familles pour rapprocher les corps des disparus et leur redonner une identité? Et la réponse était oui. Donc avec les autorités ukrainiennes, on a organisé 2 jours de prélèvement de familles. On
environ 70 prélèvements ADN pour 60 familles qu'on a fait tourner dans nos machines. On a identifié les profils et ensuite les experts en génétique ont effectué les rapprochements avec les logiciels adaptés. C'est des maths, je comprends pas tout, c'est des statistiques, mais en tout cas, les rapprochements familiaux ont pu être faits. Et sur les 200 corps, dont une grande partie était identifiée, mais sur les quelques corps non identifiés, on a réussi à identifier une dizaine de corps et à redonner aux familles 10 corps. Donc c'est quelque chose dont on est extrêmement fier. Je dois avouer que le premier match positif, donne une satisfaction toute particulière. Évidemment, pour l'équipe, ça engendre aussi des contraintes. On parlait de résilience. Là, je vais parler un peu peut-être rentrer dans la cuisine, si je puis dire, ou dans le détail de ce qu'on fait et comment on a travaillé. Habituellement, nous avons 2 équipes distinctes qui travaillent à la fois sur le post-mortem, c'est-à-dire l'examen des corps, et puis une équipe distincte qui travaille sur l'antémortem, c'est-à-dire les familles, le recueil des témoignages et puis le recueil de l'ADN, enfin tous les éléments qui permettent d'identifier un disparu. Là, en Ukraine, ce sont les mêmes équipes qui l'ont fait. Et donc, il a fallu qu'on gère les choses de façon à peu près opportune pour mettre la distance suffisante et la distance nécessaire pour éviter que les gendarmes qui sont en mission là-bas, les hommes et les femmes qui étaient avec moi, n'absorbent une charge émotionnelle trop forte. Et donc, ça s'est fait de plusieurs manières. D'une part, par les interprètes qui mettaient un peu à distance par rapport aux victimes. Et puis, d'une deuxième manière, en faisant vivre le groupe. Alors, les gens qui sont habitués au théâtre d'opération extérieur, les forces armées qui sont habituées au théâtre extérieur vont trouver ça très, très commun. La réalité, c'est que les réflexes, la formation initiale qu'on a eue de gendarmes, la communauté qu'on constitue a permis de lever en fait toutes ces contraintes. C'est-à-dire que le soir, l'équipe pouvait se rassembler, pouvait discuter. On était 2 par chambre, la force du binôme, jamais seul. Et quand les événements étaient un peu particuliers, je pense à quelques missiles qui sont tombés à moins d'1 kilomètre de là où nous étions stationnés, les réflexes militaires, la formation initiale revient immédiatement et en moins de 4 minutes, on est casque, gilet, le sac 48 heures et on est au sous-sol et on réfléchit déjà à comment on va travailler à la suite, comment on part, par où on fait, voilà. Donc ce sont tous ces éléments-là qui nous permettent d'être finalement résilients et de résister et pendant 5 semaines de façon, j'allais dire, inlassable, voir à chaque fois de nouveaux corps. Alors comment on absorbe le fait, puisque vous parlez de trajectoire balistique, quand on a parlé plus en détail, ça veut dire, par exemple, être capable d'analyser que telle mort a été causée par une arme de poing à courte distance à l'arrière du crâne. Quand je dis cette phrase, je suis persuadé que tout le monde s'est fait une image mentale. Vous aussi, vous faites l'image mentale. 200 corps comme ça, comment vous arrivez, donc on a bien compris le binôme, mais l'accumulation, voilà, sur ces 5 semaines. Quand on découvre sur un territoire donné, finalement cette violence humaine créée, et Boris Cyrulnik l'a dit, par la mise en place d'un récit unique, c'est-à-dire que certainement ceux qui ont fait ça, donc c'était une zone de guerre, donc on peut dire les soldats, le font en se disant, tiens, effectivement, c'est des ennemis nazis, ou en tout cas, c'est des alliés des nazis. Quand on donne cette rafale ou quand on fait ce tir, on rend service à la cause que l'on défend. Vous, comment vous absorbez ça? C'est-à-dire, vous êtes pas, vous êtes impliqué quand même, alors, en gardant la distance. Alors, oui, mais non.
Impliqué évidemment, mais non, parce qu'à double titre, d'une part parce qu'on a l'habitude, mais les gendarmes on a l'habitude de garder une distance par rapport à l'événement, la tenue nous aide aussi à ça au quotidien, hein, je pense tous mes camarades ici au quotidien peuvent le confirmer. Et puis d'une deuxième manière, nous sommes des gendarmes scientifiques, et donc la science, on parlait tout à l'heure du triptyque entre le décideur, la science et le citoyen. La science fait qu'on a un regard purement technique. Et on parlait tout à l'heure de ce qui se passait sous la tente. Évidemment que sous la tente, si on n'a pas une mission, si on n'a pas un regard purement technique sur le corps qu'on est en train d'examiner, on commence à se projeter, on commence à chercher des traits de visage, on commence à imaginer un père, un frère. Là, c'est plus possible, il faut arrêter, il faut ressortir, faire autre chose. Donc on garde cette distance-là. Et puis derrière, justement par l'expertise, j'allais dire en objectif, quel mot horrible, mais on documente de façon très scientifique une atteinte balistique à l'arrière du crâne. La courte distance, on ne peut pas forcément le dire parce que les corps ont évolué. Le calibre, on peut le dire parce qu'on a une radio et qui nous permet d'extraire le calibre et qu'on sait que ce type de munition est une munition d'arme de poing. Donc voilà, on identifie tous les éléments et on documente. Voilà, c'est juste ça mon métier. Et en amont, il y a les constatations sur place. En aval, il y a les témoignages, il y a la procédure judiciaire ukrainienne. Et puis derrière, en aval, j'imagine que la procédure va être transmise à la CPI et puis vivre naturellement. Il y a un petit point, puisque notre séquence de la matinée est en train de se terminer. Vous avez, et ça c'est également une mission de la gendarmerie, il y a des familles qui, après l'identification, ont pu retrouver les corps de leurs défunts et donc réaliser ce que Boris Cyrulnik appuyait, c'était enclencher la période de deuil et finalement les réintégrer dans la civilisation. Alors, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une vraie fierté de la mission d'avoir été capable de faire ça. Mais au-delà, la France, par exemple, le ministère des Affaires étrangères a fourni un laboratoire ADN, le laboratoire mobile inventé par la gendarmerie, par l'IRC, a été payé par la France et a été fourni aux autorités ukrainiennes. Une équipe de l'IRC est allée reformer les camarades ukrainiens, enfin les spécialistes en génétique ukrainiens, qui sont à bon niveau, hein, qui savent faire. Et j'ai vu à la télévision, comme tous, à Izium, le laboratoire qui était fourni par la France, qui servait à Izium. Et donc, il y a une continuité finalement de l'action qu'on a eue au départ, ce qui est assez satisfaisant. Pour en revenir sur ce que l'on disait tout à l'heure, sur la capacité à absorber, en fait, le vrai moteur, c'est le côté... j'allais dire, juste de la mission. Le sentiment que la mission qu'on effectue, c'est évidemment pour le droit, c'est évidemment pour les familles, pour les victimes, et puis sans doute pour l'histoire derrière. On sait qu'on participe de ça. Et on est très très fiers d'être quelque part le bras de la France dans le domaine.